Salut, c'est Guillaume. C'est la période estivale, donc je vais en profiter pour faire une petite pause dans la production du format habituel de Course Épique pendant 2 petites semaines. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochain épisode original le mercredi 17 août, avec, comme le veut la tradition, un extrait de l'épisode dès le lundi précédent, le 15 août donc. Mais je ne vais bien sûr pas vous laisser seul au bord du chemin pendant ces 2 semaines. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir le replay d'un épisode déjà diffusé et qui vous a particulièrement marqué. J'ai eu l'occasion et surtout l'immense plaisir de recevoir en janvier 2021 Jean-Michel Fort-Vincent, manager du team de trail running Elite Salomon, qui compte dans ses rangs des athlètes éminemment confirmés et en devenir, qui marquent de leur empreinte la discipline avec leurs performances et leurs valeurs. Jean-Michel se frottait alors pour la première fois à l'exercice du podcast, un sacré privilège pour Course Épique. Dans cet épisode, il nous fait vivre l'envers du décor de l'UTMB 2017 avec le team Salomon et plus particulièrement avec un certain François Dehne. Un UTMB qui réunit cette année-là les meilleurs coureurs du circuit, tous présents à Chamonix. Le plateau y est si impressionnant que l'on parle de cet UTMB 2017 comme étant le plus relevé de l'histoire. Tout simplement. Plongez ou replongez avec moi dans ces échanges avec Jean-Michel. Vous y découvrirez un homme passionné et passionnant, à la sagesse, la sympathie et à l'humilité sidérante. Mais je ne vous en dis pas plus. Jean-Michel va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans cet épisode de Course Épique, l'homme de l'ombre. Bonjour Jean-Michel, je suis ravi de te recevoir dans ce 23e épisode de Course Épique. Comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, ça va pas mal. Il neige en montagne, donc ça va bien. On supporte l'attente des courses. Il neige presque à Paris, donc voilà, ça nous aide aussi un peu à supporter l'attente des courses. Ouais, c'est clair. On est tous pareils, tous logés à la même enseigne en ce moment. Exactement, on prend notre mal en patience. Avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à la dimension sportive de ton parcours, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Jean-Michel ? J'ai 53 ans, je viens des Hautes-Alpes. Dans la vie, je travaille beaucoup dans le trail running depuis à peu près 20 ans. Actuellement, plutôt en tant que manager des teams Salomon. Je m'occupe aussi des événements Salomon, de pas mal de choses chez eux. Je passe ma vie très proche de tout ce qui est le paysage trail running en France. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus spécifiquement de ta relation au sport à titre plus personnel et puis les premiers sports que toi tu as pratiqués lorsque tu as été enfant puis ado ? Moi, je viens des montagnes, donc dans les Hautes-Alpes, donc tous les sports de montagne, tout petit, tout ce qui était alpinisme et montagne. Après, j'ai fait une carrière en snowboard, où je me suis pas mal débrouillé. Niveau professionnel, tu peux le dire, Jean-Michel, voilà. ne sois pas trop modeste. Et puis, je suis rentré chez Scott. Je me suis occupé du VTT, où là, je faisais du VTT aussi. En même temps, je gérais un team. Et après, ça a continué. J'attaquais la course à pied en même temps que le VTT, personnellement. Et voilà, j'ai continué à courir encore quelques années. Et en même temps, en travaillant sur du trail running, avec les pieds et les mains dans le sport. Et donc la course à pied, elle a fait éruption, t'avais quel âge à peu près quand tu as fait tes premiers pas en trail running dans ta pratique plus personnelle ? J'appelais pas du trail running parce que c'était dans mes entraînements en sport, déjà en snowboard. Donc dans les débuts des années 90, dans les Hautes-Alpes, où on nous obligeait quand même à courir beaucoup en montagne pour gagner en puissance et en endurance. Et après, quand je faisais quand même beaucoup de VTT, automatiquement le VTT, c'était l'hiver, on repassait vraiment beaucoup en course à pied. Et voilà. Donc ça a toujours fait partie de mon environnement. Je l'appelais pas forcément trail running au départ. Et c'était plus un moyen d'entraînement et au fur et à mesure, c'est devenu un sport. Tu as ensuite, tu as commencé à nous le dire, commencé à encadrer des équipes sportives. Est-ce que tu avais cette fibre-là en toi depuis toujours et tu t'y destinais, ou c'est le hasard qui a rendu possible finalement cette opportunité d'encadrer des sportifs ? C'est un peu le hasard. C'est des belles rencontres avec des managers vraiment qui m'avaient impressionné sur la gestion et l'altruisme qu'ils avaient sur les athlètes. Donc, c'est mes premiers managers, c'est des managers autrichiens en snowboard et qui m'expliquaient comment faire progresser un athlète, comment se rendre dispensable, c'est-à-dire apporter quelque chose et au fur et à mesure se retirer parce que l'athlète peut gérer tout seul. Donc c'est beaucoup de transmission, c'est ça ? Énormément de transmission, c'est d'énormes méthodes d'apprentissage, un peu des apprentissages par l'échec, où on pousse les gens, mais on les laisse aller dans leur voie et potentiellement dans des échecs pour mieux rebondir, apprendre et être meilleur l'année suivante. En sachant toi pleinement que ce chemin-là les mène à l'échec, ou est-ce que c'est pas nécessairement avéré ? Des fois oui. Des fois on sait qu'un athlète, quand nous on prend des jeunes athlètes, par exemple la première année, on les laisse un peu faire ce qu'ils veulent. Et pour qu'ils comprennent d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas forcément faits pour
telle ou telle distance, par exemple, ou telle vitesse. Et généralement, ils comprennent très très vite. Voilà, la première année quand on rentre dans un team Salomon, potentiellement le garçon ou la fille va me dire ouais, je vais faire un ultra. Si on sait qu'il est fait pour 20 ou 25 km, on sait qu'il va se mettre un mur. Mais autant qu'il y comprenne tout seul, pour l'année suivante, affiner et qu'il se spécialise de lui-même. Et c'est pas une contrainte, c'est un apprentissage. Oui, ça responsabilise et ça autonomise beaucoup les coureurs. Oui, complètement, oui. L'idée, de toute façon, c'est toujours pareil, ce sera indispensable donc que les coureurs s'autonomisent d'eux-mêmes. Donc, au fur et à mesure, ils s'autonomisent, ils comprennent, ils retirent des enseignements à chaque fois. Il n'y a jamais d'échec, en fait. Toujours la fameuse phrase banale, l'échec n'existe pas, il y a des leçons, mais c'est réel. Il n'y a jamais d'échec si on rebondit sur son échec. Nous, quand on a un échec, c'est là où le soir, on parle avec les athlètes pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pas le refaire. C'est le seul moment où on débriefe une course. On ne débriefe pas une course quand on a gagné. Ça ne sert à rien, presque. Et c'est pas évident, justement, quand tout a bien été, c'est pas évident aussi de comprendre et d'attribuer à chaque facteur à quel point il a contribué à la réussite aussi. C'est peut-être plus complexe. C'est un peu plus complexe parce que c'est des micro-pourcentages. Et à la fois, c'est pas forcément une bonne solution de se dire là, on a gagné, donc on a la bonne recette. Là, c'est toujours pareil, on a gagné. Là, on va parler de l'UTMB 2017. La recette de l'UTMB 2017 pour gagner ne sera pas forcément la recette de l'UTMB 2021 pour gagner. Généralement, même, on se met tout seul dans un mur si on fait ça. On ne peut pas reproduire à 100% les mêmes choses. Donc, il faut s'adapter et comprendre. Mais c'est vrai qu'on le fait généralement quand on se loupe. Tu travailles chez Salomon depuis 17 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est nouée ton histoire avec la marque ? Ah, c'est encore plus vieux que ça, je crois. Ouais. Je crois que je sais plus combien ça fait. Non, ça fait 25 ans. 25 ans. Le 3 avril de cette année, là, 21. C'est les noces de quoi, ça, 25 ans ? 25 ans, ça fait les noces qu'il faut partir à la retraite. Non, non, parce qu'en fait, moi, j'ai fait en interne 11 ans, je crois, en interne et 14 ans en externe. J'étais d'abord rentré pour manager tout ce qui était snowboard et le développement du snowboard, puisque je venais du snowboard. Et au fur et à mesure, ça a glissé du snowboard au sport de montagne, du sport de montagne au trail running, qui était une logique en fait. Et qui était une logique de mentalité, d'évolution mentale, parce que gérer des snowboarders, tu gères des gamins qui ont entre 16 et entre 15 et 18 ans. Quand tu es un peu plus vieux, c'est plus compliqué à comprendre. Donc, il faut être quand même en phase avec le sportif, avec ses attentes. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ton rôle de team manager en règle générale et nous dire peut-être ce qu'il aurait de spécifique chez Salomon ? Où commence ton rôle et où s'arrête-t-il ? Moi, mon rôle, c'est clairement que le coureur se sente bien. C'est uniquement ça. C'est-à-dire, pour qu'il se sente bien, il faut qu'on y enlève autour de lui le maximum de problématiques. C'est-à-dire qu'une problématique d'entraînement, de médias, de réseaux sociaux, de choses comme ça, pour qu'il puisse se concentrer sur ce qu'il a envie et qu'il soit détendu et serein sur son sport. Donc, à moi de trouver toutes les bonnes solutions et les bonnes aides pour tout ça. Donc, en fait, je suis 24 heures sur 24, ils peuvent m'appeler parce que je veux pas qu'il y ait un doute en eux qui grandisse. Donc, tu as un champ d'action très large, en fait. Très large. Et il faut que ça reste très large. Après, par contre, j'ai pas les réponses à tout. Quand c'est un problème purement physio, moi, je m'appuie sur des physios. Quand c'est un problème médical, sur des médicaux. Quand c'est... Voilà. À moi de trouver la solution et de trouver la bonne réponse pour gagner du temps, pour pas que ce petit souci ou cette petite inquiétude devienne un gros monstre et perturbe la course. Donc, le but, c'est de gagner... moi, je suis peut-être que 1%, ou peut-être moins que 1% dans les réussites, mais ce petit pourcent est primordial pour que tout fonctionne. Tu es le chef d'orchestre, en gros, qui met à contribution toutes les ressources et les compétences autour de le coureur pour le mettre dans son cocon. D'orchestre, c'est peut-être un peu fort. Parce que le chef d'orchestre, ça reste quand même le cerveau du coureur, le chef d'orchestre. Parce que c'est lui qui valide qui valide tout ça. Moi, je suis plutôt coordinateur. Et je travaille avec le chef d'orchestre. Et quelles sont les indispensables qualités pour réussir et surtout pour durer, comme c'est le cas pour toi dans ce rôle de team manager ? Comprendre sa place et comprendre là où il faut qu'on soit.
C'est-à-dire que, je sais pas, je suis pas là pour être quand ça gagne. Je suis pas là, voilà, quand je suis pas là pour sauter sur les coureurs quand ils gagnent une course. Je suis plutôt là pour être à côté du coureur quand ça va pas. Donc ça, il faut le comprendre et il faut travailler dans le temps et prendre sur soi tous les problèmes, aussi faire un peu éponge de tous les problèmes. Pour protéger le coureur, pour l'en Ouais, pour préserver. protéger le coureur. Ouais. Mais ça, dans tous les sports, moi, tous mes managers phares, dans tous les sports à droite ou à gauche, parce que je regarde tous les fonctionnements, c'est toujours des gens comme ça, automatiquement. L'environnement du trail running, il a beaucoup évolué ces dernières années, évidemment. Est-ce que ton job, il s'appuie aujourd'hui sur les mêmes fondamentaux qu'il y a 25 ans? Est-ce que les règles de base et les grands principes, c'est toujours les mêmes? Ou est-ce que tu as dû complètement réinventer ta façon de faire? Non, on se réinvente. Moi, ça a commencé réellement, le Team Salomon, en trail running en 2004, où là, on nous a dit, vous êtes des fous de créer un team. On ne savait pas ce que c'était un team en 2004. Mais nous, on vient du sport, c'est de notre ADN en sport pro d'avoir des coachs, des managers, des physios, des préparateurs. Donc, on a directement structuré tout ça. Et au fur et à mesure, on a construit avec des garçons. Et il y a des règles qui vont rester. Par exemple, on a un maximum de courses dans l'année possible à faire, un athlète. C'est-à-dire qu'un athlète qui fait du marathon, qui va jusqu'au marathon, il ne peut pas faire plus de 10 départs de course dans l'année, y compris ses courses de préparation. Donc, globalement, ça fait une course par mois avec une coupure de 2 mois. Ça ne fait pas beaucoup pour un athlète professionnel. Mais cette règle-là a été créée et demandée par un Thomas Laure Blanchet en 2006. Donc, on a pris la règle de Thomas, on s'est dit, ah ouais, pas bête parce que ça va protéger la personne, ça va protéger son corps, mais surtout mentalement, ça va lui permettre de régénérer entre chaque course et de se repréparer avec des courses de préparation, des objectifs secondaires ou des objectifs principaux. Et ça, c'est vraiment un Thomas qui nous l'a mis en place. Kylian a amené d'autres choses, François amène d'autres choses. On prend aussi ce qu'amènent les athlètes parce qu'ils grandissent, ils amènent leur expérience et on récupère ça nous aussi pour les athlètes suivants. Si tu veux, actuellement, par exemple, on a un leader comme François dans le team ou un Sébastien Spiller dans le team, ils apportent énormément à des garçons comme un Théo Détienne ou un Julien Michelon ou un Nathan Jouvet, qui sont beaucoup plus jeunes, mais qui seront très très forts dans 4 ans, 5 ans, quand peut-être que François ou Seb seront logiquement un peu moins forts. Du coup, tu as toujours cette passation qui se crée entre mini-générations. Quel accomplissement, toi, tu trouves dans ton rôle aujourd'hui? Quelle est ta plus grande satisfaction? Enfin, il doit y en avoir une multitude, mais qu'est-ce qui te drive en fait? Pourquoi tu trouves cet élan tous les jours pour endosser et embrasser ce rôle de team manager? Je suis fan de l'humain. Je suis fan de l'humain quand il réussit. C'est-à-dire que le fait d'avoir la chance, à l'inverse, de travailler sur une grande aventure humaine avec un athlète qui va durer peut-être 10 ans, qui va durer 11 ans, 12 ans. Comme avec François, on bosse ensemble depuis 2010. Tu vois, on va attaquer déjà la 11e saison. Donc François, moi je l'ai connu depuis tout jeune, où avec tu le vois grandir, tu vois ses erreurs, tu vois ses accomplissements, tu vois tout ce qui se passe dans la vie. Tu vois, on avait regardé il n'y a pas longtemps les premières vidéos de François. La première vidéo de François, il est tout jeune et il dit ouais, moi un jour j'aimerais bien gagner l'UTMB. C'est juste ça, c'est dire ouais, c'est classe d'avoir vécu tout ça, toutes ces étapes, et voilà, c'est ce qui fait plaisir numéro un. Est-ce que tu côtoies aujourd'hui les team managers des autres marques? Est-ce qu'il y a une notion de réseau, un peu d'entraide, sur lequel vous pouvez partager vos points de vue, confronter vos interrogations, vous rendre des services, vous passer les tuyaux? Est-ce qu'il y a cette logique-là, ou c'est très enclavé et chacun est au service de la marque qui supporte et de son team? Ouais, on a essayé de le mettre en place. Il y a une dizaine d'années, on avait essayé de mettre en place un groupement, pas une association, mais un groupement. Après, ça s'est un peu arrêté. Maintenant, on parle entre nous, certains parlent, mais après, c'est plus de la logique humaine. On s'entend mieux avec certaines marques, avec d'autres marques. Et c'est même pas avec des marques. Je dis une bêtise, c'est plutôt avec une personne. Un mec comme Julien Chaurier chez Oka, qui a été athlète Salomon, donc il connaît un peu comment on travaille. Avec Julien, on se parle et tout, et il n'y a pas de souci. Et c'est plutôt cet état d'esprit qui est sympa, et parce que on a tous quand même envie de faire progresser les élites à très très haut niveau. Clairement, que ça soit un de nos garçons qui gagne l'UTMB, c'est très bien. Mais un François Oden, par exemple, quand François gagne l'UTMB, il fait grandir le trail running, et aussi, à quelque part, il fait vendre des chaussures à toutes les marques. C'est intéressant qu'on travaille tous dans le même sens.
Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui des grandes phases et des grands cycles d'une année type pour toi? À quel moment tu structures le programme d'une année à venir? En tout cas, tu poses les grosses fondations. J'imagine que ça évolue au fil de l'eau. Mais enfin, quelles sont les grandes étapes dans une année? Là, aujourd'hui, on est début janvier. C'est quoi tes chantiers du moment? Quand ça se passe normalement, quand il n'y a pas de problème de calendrier, généralement, l'année type, c'est clairement septembre de l'année précédente. Donc, septembre de l'année zéro, on va dire. On parle de contrat et de renégociation pour l'année suivante. Il faut le faire très très tôt pour que les garçons et les filles soient sereins pendant l'hiver, n'aient plus à penser à leur contrat de partenariat. Novembre, toute la période de novembre, on va parler à 3 personnes, c'est-à-dire l'athlète, son coach, parce que nous, on a 5 coachs dans le team, et avec moi sur son planning de l'année suivante. En gros, ça prend 3 semaines pour vraiment travailler dans par exemple, pour quelqu'un en marathon, dans ses 10 courses, quels sont ses 3 objectifs principaux, ses 3 objectifs secondaires et ses 4 objectifs de préparation. Donc, on met tout ça en phase. À la fin, c'est l'athlète qui dit OK, qui valide. C'est pas nous qui validons, ni le coach, ni moi le manager. C'est l'athlète qui s'engage à y aller. Il aura toujours la décision finale, ça lui revient toujours. Il y a pas d'impératif ou de choses qu'il subit. C'est vraiment son libre arbitre. C'est son libre arbitre. Ok. On peut pas imposer dans des sports à haut niveau comme nous, qui sont hyper durs, de dire à un mec ou à une fille, tu vas là, il faut que tu le fasses. T'aimes pas, mais vas-y. Quelqu'un qui aime pas une course, il va la planter. Il faut qu'il se projette d'une façon positive là-dedans. S'il se projette d'une façon en disant ouais, ce parcours j'aime pas ça, j'aime pas le pays, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Le j'aime pas est égal à un échec avant de commencer. Donc il faut qu'il s'accapare le projet lui-même. Donc généralement on est là. Après en janvier c'est les pleines préparations classiques de foncier. Là tout le monde est en ski de fond. Tu sais, on est plutôt sur du sport porté actuellement, entre du ski de fond, du vélo, du ski de rando. Et normalement, on attaque début mars. Cette année, on attaque normalement avec le Trail du Ventoux, où là, on remet les premiers dossards avec les premières routines, remettre en place toutes nos routines de tests matériels et tout. Et après, après on enchaîne. Tu peux nous parler de la relation que tu entretiens au quotidien avec les coureurs du team, que ce soit en pleine saison ou les périodes un peu plus en retrait? Est-ce que vous avez des échanges quotidiens? Est-ce que, en tout cas, tu l'as dit tout à l'heure, ton téléphone reste ouvert H24, 365 jours par an, mais Ouais. c'est vraiment une relation que tu entretiens comme tu le ferais avec ta famille ou des proches? Enfin, c'est cette logique-là? C'est cette logique-là. C'est une logique où ils savent que c'est ouvert, ils savent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent appeler. S'il y a un souci, s'il y a un détail qui les chiffonne, et à moi de faire qu'il y ait le moins de soucis. Donc, globalement, au moins je les ai au téléphone, c'est qu'au mieux ça se passe. Pas de nouvelles, bonne Et nouvelle. voilà, non, mais c'est un peu ça. Non, mais je les ai quand même très très souvent. On a des réseaux entre nous, on a des groupes WhatsApp entre nous, on a des pages Facebook privées entre nous, et on se parle et on se voit un peu moins actuellement avec les problèmes de Covid et compagnie. Mais on se voit quand même relativement assez souvent et en essayant de travailler aussi sur des objectifs collectifs. Tu vois, comme l'année dernière où on était dans une galère dans 100 courses, on a monté tous ensemble en 2 mois l'opération La Grande Traversée. On était parti de chez Sébastien Speller en Alsace pour descendre jusqu'à Nice, en traversée de Marcantour, les Alpes et tout. Donc là, on a tous travaillé ensemble, tout le team, pour essayer de faire un objectif collectif. Donc on est très très souvent ensemble. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je me suis entretenu avec Camille, qui a participé à la Grande Traversée justement cet été. C'est un des anciens épisodes de Course Épique, je crois le numéro 13, où elle nous raconte justement cette Grande Traversée au départ de l'Alsace dont tu viens de nous parler. Tu travailles avec François depuis 2010. Qu'est-ce qui fait que 11 ans après, la magie opère toujours avec lui? Parce qu'il est en phase avec ce qu'il est depuis le début. C'est assez bizarre de dire ça. François, en 2009, la première rencontre que j'ai avec lui, c'est au téléphone. Parce que moi, je le suivais. Ça fait généralement, on suit les garçons et les filles une grosse année, 1 an et demi avant qu'ils rentrent dans le team. Et il commence à bien performer en régional. Il avait gagné la Tour de la Vanoise. Il avait gagné pas mal des courses ici en région. Et là, quand je l'appelle Team Salomon. Team Salomon, généralement, quand j'appelle des gens qui ont 20 ans, quand je leur dis ouais, Team Salomon, il y a une petite étincelle qui arrive direct. Mais directement, lui, la réponse a été, il dit ok, un team, c'est chouette, mais est-ce que j'aurai le droit de faire encore ce que j'ai envie de faire? Et là, tu fais waouh, le mec, il pose le débat quand même d'entrée. Et il a toujours été comme ça. Moi, je dis, mais ouais, moi, je suis pas là pour
t'imposer des choses. Ça marche. Moi, ce que je veux juste, c'est t'aider à aller tes objectifs. C'est quoi tes objectifs? Et c'est là, il me dit, ouais, mais moi, mes objectifs, je sais pas, moi, c'est un jour gagner l'UTMB. Je dis, ben voilà, ton objectif, c'est un jour de gagner l'UTMB, ça me va, ben, on va essayer de te faire qu'un jour tu gagnes l'UTMB. Non, après, il a gagné un peu 3 fois. mais voilà, c'était ce qui m'a marqué. Il a toujours été comme ça. Quand on se parle avec François, c'est toujours très, très, très clair et très, très défini. C'est, voilà, il a ses règles familiales, cet équilibre que je demande à tous les garçons de trouver, l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie familiale et la vie sportive. Et lui, c'est assez inné chez lui. C'est clair comme ça, c'est clair dans sa tête. Les trois marchent ensemble et quand les trois marchent ensemble, tout va bien. Est-ce que tu peux nous parler des critères déterminants et à l'inverse qui sont rédhibitoires pour décider d'intégrer un coureur ou une coureuse au team? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas seulement la considération sportive et la notion de performance, il y a aussi d'autres points clés. C'est un peu ce que tu viens d'évoquer sur François aussi, je pense. Il y a du sport d'une façon intrinsèque, les performances du présent et les performances possibles à 3 ans. C'est-à-dire tous les garçons et les filles du team ont des objectifs à 3 ans et à 5 ans, en se disant, ouais, voilà, dans 3 ans, tu veux être où, dans 5 ans, tu veux être où, et est-ce que c'est réalisable? Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est la partie classique. Après, il y a la partie mentale et qui est hyper importante. Tu regardes les 8 personnes du team chaque année, il n'y en a que 8. À chaque année, c'est 8 personnes qui s'entendent très, très bien ensemble et qui se ressemblent quand même à quelque part. Au niveau approche du sport, au niveau humilité, au niveau envie de partager. Tu vois, un Théo d'Étienne ou un Thibaut ou une Camille ou un François ou un Seb Speller, ils sont quand même tous sur cette même fibre. Et c'est une fibre que j'aime bien parce que elle permet d'avancer, de ne pas avoir que de la pure performance. Bonjour, il a gagné, il a levé les bras, il est numéro 1. Le média, on le met de côté, parce qu'au début, c'est pas l'objectif. Mais le média va grossir aussi grâce au sport. Mais on demande aux athlètes d'abord d'avoir une structure sportive classique, convenable et respectable avant de construire une communication. On ne met pas les choses dans l'autre sens. Tu nous as parlé d'un cycle de détection qui dure 1 an et demi. À quel moment tu as la conviction que c'est le bon moment pour intégrer un coureur ou une coureuse au team? Ah, ça, c'est toujours la question. C'est toujours un peu C'est instinctif, enfin, c'est un moment. Ouais, c'est une habitude, et c'est pas une habitude, mais c'est un moment, c'est à moi de prendre la décision d'y aller ou pas y aller. Le dernier rentré, c'est Théo d'Étienne. Théo d'Étienne est rentré le 1er janvier 2020. Et il était dans les curseurs. Moi, je l'ai suivi, puisqu'un jour, c'est son coach. J'ai regardé son coach qui m'a envoyé un mail en avril 2018. Donc, avril 2018, son coach me dit, attends, j'ai un gamin, regarde, ça fonctionne pas mal, il est pas mal, il peut matcher dans ce que tu aimes bien. Et du coup, on l'a suivi, moi, et je l'ai rencontré en septembre 2019. Et en septembre 2019, j'ai dit, OK, ben, on se connaît pas, tu me connais pas, moi, je te connais pas réellement. Ben là, on va essayer de voir, moi, je te propose de travailler avec nous, avec Salomon, dans le team, et est-ce que ça t'intéresse? Et c'est quand même lui qui est le maître du jeu déjà pour dire oui ou non. Et voilà, et après, on a commencé à travailler avec lui. Et bon, 2020, c'était une année particulière, mais on va vraiment commencer à travailler en 2021. Il s'est fait remarquer quand même au Golden Trail Championship récemment. Ouais, ouais. Ben, voilà, parce qu'on avait une idée. On avait une idée de se dire, il y avait cette nouvelle catégorie de sprint, un peu les maillots verts comme en vélo. Mm-hmm. Et on s'est dit, Théo, peut-être que tu n'es pour le moment pas encore au niveau pour aller gagner des étapes, pour aller chercher la victoire. Par contre, sur ce sprint, des trucs très très courts, très très taudis, très très vite, tu peux aller chercher quelque chose. La preuve, il a gagné. Mais Théo, c'est quand même un garçon qui vaut dans les alentours de 30 au 10 000, qui sera moins de 30 au 10 000 cette année, qui vaut un top 15 en cross au championnat de France. Et puis il est très jeune encore, il a une petite vingtaine. Il est très jeune. Voilà, ouais, il est très jeune. Donc à nous de faire tout s'aligne et que ça s'aligne longtemps et que ça tienne et qu'il soit numéro 1 mondial, numéro X mondial dans 3 ans et dans 5 ans. Mais il ne faut pas faire les choses trop vite. Il faut les choses au bon moment quand elles doivent tomber au bon moment. Est-ce que quand un athlète rejoint le team, ça veut mécaniquement dire que quelqu'un en sort? Oui.
Des moments Mais pas simples, j'imagine, à vivre. c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt une personne sort et une personne la remplace. D'accord. C'est pas un qui pousse l'autre. C'est un qui laisse sa place. Chaque année, c'est comme ça. Ben là, 2021, il y a Michel Lannes qui va passer avec une autre casquette, qui va être moins de team, donc il sort du team et qui reste chez Salomon avec une autre casquette. Donc une place est libérée. Donc là, il y a un athlète qui va rentrer, qui vient de rentrer il y a 3 jours dans le team. Là, c'est Julie Roux. C'est une fille parce que avec Julie, on l'a rencontrée aussi sur la Grande Traversée avec Camille. C'est Camille qui nous l'a présenté et il y a un truc à faire aussi avec Julie. Donc on va commencer à travailler avec Julie. Mais chaque année, ça marche comme ça. C'est pour ça qu'on reste à 8. On pourrait comme avoir certaines marques, avoir 20, 25 coureurs. Sauf qu'à 20, 25 coureurs, on ne sait plus les gérer. On ne sait plus les gérer et surtout, on ne peut rien leur apporter excepté du matériel, des inscriptions ou un chèque. C'est pas le but. Le but, c'est de nous savoir moins de personnes, donc ça nous met en risque parce que quand on a 8 personnes, quand on en a 2 qui sont blessés, ça fait 25% des gens ultimes qui sont au tapis. Mais en même temps, on préfère d'avoir que 8 et bien s'occuper d'eux qui fassent bien les choses. Ton parcours, il est évidemment très riche de courses mémorables dans tous les coins de la planète. Est-ce qu'il y a une course qui t'a plus particulièrement appris quelque chose sur ton travail, qui t'a vraiment fait grandir toi aussi à ta façon, qui a été une véritable leçon, peut-être parce que ce jour-là, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu? Est-ce que il y en a une qui a vraiment t'a apporté des enseignements très forts et structurants pour la suite, toi, de l'exercice de ton job? C'est un ensemble. C'est un ensemble parce que sur toutes les courses, tu as du positif et du négatif. Et c'est tout ça qui fait que chaque course te fait grandir. Je te donne un exemple. Le Trail du Bail Salomon, par exemple, qui était en août dernier, ça se passe très très bien. On a 3 garçons au départ, ils font premier, deuxième, troisième. Donc c'est Thibaut Barognan qui gagne devant Julien Michelon et devant Théo Détienne. Là-dedans, il y a des choses positives avec certains, il y a des choses négatives à d'autres, et c'est le cumul de tout ça qui m'apporte des choses. C'est la gestion, par exemple, des 3 garçons à la fois qui vont chercher une victoire et qui potentiellement se mettent en danger tous les 3 en se fightant entre 3. Là, je vais retirer quelque chose, mais c'est chaque course t'apporte quelque chose. Il n'y a pas que les grands événements. Des fois, ça peut être une course de préparation où on se dit, ouais, là, il y a un truc à faire, il y a un truc à travailler, et c'est intéressant de chercher cette voie. Donc, c'est toujours pareil, c'est toujours l'enseignement par les petits bémols. Très bien, écoute, merci beaucoup pour cette présentation Jean-Michel. On va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. La première question de cette basket chinoise, c'est si tu étais un personnage de fiction, qui serait-il et pourquoi? Dr House. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il me fait rire, il est anti-politiquement correct et il trouve des solutions, pas forcément dans les bouquins, mais il les trouve d'une autre façon. À la débrouille. À la débrouille, oui. Parfait. Et si tu étais un animal, lequel serait-il? Un animal, une carpe japonaise. Qui a quoi comme particularité? Je connais moins bien le bestiaire aquatique. Ouais, non, les carpes japonaises, c'est des carpes koi, c'est des symboles de la force et la persévérance. D'accord. Mais j'en ai une grande tatouée dans le dos aussi. Donc c'est pour ça. Ça s'explique bien. Et enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui suscite un respect particulier chez toi ou une certaine forme d'admiration, quel que soit le sport, pas forcément dans la course à pied? Tony Parker. Clairement. Pour ce qu'il fait dans le sport et en dehors, pour la globalité de ce qu'il est? Pour la globalité, ouais. La globalité de ce qu'il a eu en carrière sportive, en après-sportive, ce qu'il est en train de créer, ce qu'il est en train de construire, ce qu'il est en train de remuer en Europe avec son club, c'est immense respect. Je partage, effectivement, je comprends tout à fait. Merci beaucoup Jean-Michel. Le moment est venu de nous plonger dans la course épique d'aujourd'hui, l'UTMB 2017. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette mythique course qu'est l'UTMB si cela est nécessaire. Chaque année, le gratin du trail mondial se donne rendez-vous fin août à Chamonix pour l'une des courses les plus prestigieuses du calendrier annuel, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Traversant 3 pays, la France, l'Italie, la Suisse et 9 communes, l'UTMB se déroule en une seule étape au départ de Chamonix sur un parcours d'environ 170 km faisant le tour complet du Mont Blanc.
La course emprunte le célèbre GR-TMB et propose aux coureurs de franchir 10 cols à plus de 2000 mètres d'altitude pour un dénivelé positif total de 10 000 mètres. Véritable institution du trail running, l'UTMB est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable des meilleurs coureurs mondiaux, mais également des amateurs les plus aguerris à la recherche de la performance ultime de leur vie. Pour certains d'entre eux, il faudra aller au terme des 46h30 maximum autorisés pour boucler cet incroyable défi, comme nous l'a fait vivre Abdenour dans notre 9e épisode, le dernier des finishers. Pour les coureurs élites, le temps de course sera plutôt de l'ordre de la vingtaine d'heures chez les hommes et 25 heures chez les femmes. En dépit d'une incontestable difficulté au regard de la distance et du dénivelé de la course, les demandes d'inscription ne cessent d'augmenter année après année, à tel point qu'obtenir son dossard pour prendre le départ de l'UTMB devient en soi une première victoire pour tout coureur amateur. Afin de satisfaire encore plus de coureurs, mais également d'offrir la possibilité aux plus raisonnables de participer à cette grande fête du trail mondial, les organisateurs de l'UTMB proposent une semaine de compétition avec, en plus de l'épreuve reine et de la course jeune, 4 autres formats de courses d'endurance, la TDS, la CCC, l'OCC et la PTL, épreuve en équipe et en autonomie de plus de 300 km et 25 000 mètres de D+. L'édition 2017 de l'épreuve, qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, revêt une dimension encore plus mythique au regard de la qualité exceptionnelle du plateau élite qui est présent cette année-là sur la ligne de départ à Chamonix, pour ce qui est alors considéré comme l'ultra-trail le plus relevé de l'histoire. Avant que tu ne partages avec nous le récit de cette course épique, l'heure est venue pour toi, Jean-Michel, de te frotter à notre rubrique La question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Tu le sais certainement, mais Chamonix, qui accueille l'UTMB, a été un lieu historique de l'olympisme. Organisée du 25 janvier au 4 février 1924, la Semaine internationale des sports d'hiver de Chamonix a officiellement été reconnue comme étant les premiers JO d'hiver en mai 1925. 16 nations étaient présentes à Chamonix pour les premiers Jeux olympiques d'hiver avec un nombre total de 258 athlètes, représentant un total de 16 nations. 16 épreuves composaient ces premiers Jeux olympiques, avec notamment le patinage artistique, le patinage de vitesse, le curling, le bobsleigh, le ski de fond ou encore le hockey sur glace. Une épreuve, cependant, porte un nom qui s'avère bien énigmatique, celui de patrouille militaire. Est-ce que tu as une idée du sport plus moderne et plus connu auquel il pourrait s'apparenter? Biathlon. Absolument, c'est une bonne réponse. C'était trop facile. Non, c'est toi qui as été particulièrement doué. Effectivement, c'est une course par équipe qui combine le ski de fond et le tir au fusil, et c'est donc bien une ébauche de ce qui deviendra plus tard le biathlon. Cette épreuve, elle fut courue à Chamonix par temps froid, avec un vent fort soufflant en rafale sur une distance de 30 km avec un dénivelé de 785 mètres. La séance de tir était placée à mi-parcours, chaque patrouille ayant 18 balles à tirer sur une silhouette distante de 250 mètres. La France y signa cette année-là une brillante 3e place sur 6 nations participantes, peut-être déjà annonciatrices des succès de Martin Fourcade qui arriveront 90 ans plus tard. Voilà Jean-Michel, c'en est fini de notre question qui pique. Tu t'en es remarquablement bien sorti. Franchement, je pense qu'on n'a jamais trouvé aussi vite la bonne réponse. Sport d'hiver et montagne, ça va. Tu t'y connais. On va désormais parler de cette UTMB de légende que tu vas nous permettre de vivre dans les coulisses du team Salomon. Il y avait 3 coureurs du team qui étaient alignés cette année-là sur les différentes courses de l'UTMB. Michel sur la TDS, Thibaut sur l'OCC et François sur l'UTMB. Est-ce que tu peux me dire côté Salomon, en complément des coureurs, quelle était l'équipe qui était en place pour les accompagner sur ce grand rendez-vous qu'est l'UTMB, hormis toi? En fait, autour des athlètes, c'est d'autres athlètes. On travaille souvent comme ça parce que c'est le plus facile et c'est des athlètes qui ressentent la course aussi et qui vont se mettre à disposition des autres. C'est pour ça aussi que notre team fonctionne, c'est-à-dire qu'il y avait des Nathan Jovet qui étaient là, des Gédéon Pochat, des Thibaut Barognan. À des moments étaient coureurs, à des moments étaient ravitailleurs et voilà, ça faisait une dizaine d'athlètes autour des 3 athlètes français. Et vous n'avez pas d'équipe médicale, de psychologue ou de préparateur mentaux, enfin voilà, il n'y a pas d'autres profils Sur place, on a une kiné qui est là avec nous pour les derniers pépins d'avant-course, parce que sans pendant la course, on peut plus toucher un athlète au niveau médical. Et après, tout ce qui est préparation matérielle, prototypage et tout, c'est déjà fait vraiment en amont. Les garçons sont là, qui travaillent là-dessus, mais n'interviennent plus dans la semaine de l'UTMB. Heureusement. Oui, tout est déjà bien en place. Ouais. Est-ce que l'UTMB, c'est une course à part et qui a une saveur particulière? Qu'est-ce qui est si différent à l'UTMB? C'est une course à part. C'est les championnats du monde d'ultra trail. Là, il faut mettre le nom dessus. C'est les championnats du monde. Gagner l'UTMB, c'est être champion du monde d'ultra trail. Il peut avoir des circuits mondiaux, il peut avoir plein de choses. Voilà. Mais c'est celui qui gagne l'UTMB qui est le meilleur au monde en ultra actuellement et pour quelques années encore, je pense. Donc voilà, donc là, il y a toujours un fight et comme en 2017, c'était quand même la première fois qu'il y avait une densité pareille au départ. Parce qu'il y avait il y avait même une dizaine de garçons qui pouvaient potentiellement gagner la course. Généralement, les autres années, ça se joue d'entrée entre 3, 4, mais jamais autant de personnes.
Est-ce qu'on peut dire donc que c'est vraiment l'objectif de l'année et que François est programmé pour se donner les meilleures chances de réussir à l'UTMB? Le plan est construit pour être au sommet à ce moment-là? Clairement, tout est construit toute la saison est construite pour aller gagner l'UTMB. De toute façon, on ne peut pas arriver à ce niveau-là en se disant, tiens, on va faire l'UTMB la semaine prochaine. D'un moment, ça s'est fait peut-être comme ça, mais maintenant, le sport est tellement pointu. Voilà, il faut préparer, si on retravaille dans l'autre sens, il faut quand même la préparation de François spécial UTMB, il faut qu'il arrive en début de préparation, qu'il ne soit pas fatigué, pas blessé et tout. Donc voilà, donc un UTMB, on l'a commencé cette année-là, en début d'année bien sûr, mais réellement, les premiers parents étaient sur la Maxi Race en mai pour régler les ravitaillements, régler du matériel, régler des vitesses. Ça faisait partie déjà de la préparation de l'UTMB. Donc c'est tout un gros bloc avec un point, voilà, un objectif à ne pas louper à un moment donné. Tu nous l'as dit, l'organisation de Salomon, elle se veut très collective avec une contribution de tous pour mener chaque coureur le plus loin et le plus haut possible. Est-ce que c'est une approche et je dirais même une philosophie qui est propre au Team Salomon? Oui, je pense que c'est propre au Team Salomon parce que c'est une construction aussi. Dès le départ, c'est une construction comme ça. C'est-à-dire que le team, comme on a parlé tout à l'heure, le team se construit toujours avec des jeunes et des plus anciens. Donc, il se passe entre eux beaucoup de messages et de soutien. Donc, c'est clair que quand je dis aux garçons, ouais, il nous faut des staffs autour de François le vendredi et toute la nuit, j'envoie d'abord au team et tout le monde me dit oui, ok, sans problème. Même Michel, qui lui courait, il était le dernier à courir parce qu'il courait la CCC, il me dit ouais, ben moi le samedi, je pourrais y être. Pourtant, le mec, waouh, il va courir 100 km la veille quand même. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est l'envie de partager, l'envie d'apporter chacun sa pierre finale. Et donc c'est toi en gros qui est en charge de la définition de chacun des rôles et des contributions de chacun sur la course de François. C'est toi qui va affecter, Voilà. je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas répartir les efforts et les ressources pour être au plus près de François sur les différents points de rencontre qu'il peut y avoir. Lors de notre échange préliminaire, tu m'avais dit qu'il y avait un peu plus de 30 points de rencontre possibles avec Ouais, François. il y a 34 points qu'on avait fait cette année-là. C'est-à-dire que c'est des points où en fait les gens n'interviennent pas, où on a le droit d'intervenir, c'est uniquement sur les zones de ravitaillement. Et encore, il n'y a que moi qui ai le droit d'intervenir puisque je suis le seul dans la zone de ravitaillement. Par contre, tout le long, c'est bien d'avoir des personnes qui sont en support visuel pour savoir ce qui se passe, en support chronométrique pour donner des écarts d'avance ou de retard, suivant comment ça se passe, et surtout François puisse donner des infos. C'est-à-dire que quelques kilomètres avant le ravitaillement, s'il faut changer quelque chose dans le ravitaillement, il faut que j'ai l'info le plus vite possible. Donc, quand François va pouvoir dire, ouais, on va voir Michel Lannes, on va voir un coureur, et dire, ouais, passe l'info qu'il me faut, ça, ça ou ça. Et moi, j'aurai l'info tout de suite en immédiat et je peux le préparer. Mais c'est aussi des fois uniquement pour avoir un visage à se raccrocher en haut d'un col. Le TMB 2017, il est hyper compliqué dans le début de la course sur le col du Bonhomme, où il fait super froid, il y a de la neige, il y a du vent et tout. Avoir quelqu'un qui est là-haut, qui va juste regarder François, qui va juste encourager, pour lui, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est un soutien. François, il se dit waouh, le mec, il est quand même monté jusqu'en haut du Croix du Bonhomme pour me voir passer 5 secondes et pour m'applaudir. Et donc, il se met aussi, François, il se nourrit de ça en disant waouh, maintenant, il faut que j'avance un peu parce que, quand même, le mec, il s'est sorti les doigts, il faut le dire, pour venir me voir. Et moi, j'ai des garçons, par exemple, qui n'ont fait que 2 endroits, qui ont fait, mais qui sont allés chercher le col du Bonhomme et col Ferré, par exemple. Ben, il faut le faire à pied, il faut monter à pied de A à Z pour aller, en haut du col, pour passer 10 secondes un coureur, l'applaudir et lui dire vas-y, continue, c'est super, vas-y. Mais c'est voilà, c'est là où la dimension collective est hyper importante. Est-ce que tu peux nous parler des ravitaillements? J'imagine que vous anticipez et que tu prépares peut-être toute une partie des points d'étape et des ravitaillements que tu définis en amont, où tu sais précisément ce que tu prévois. Et il y a en parallèle ce que tu évoquais, le coût de l'imprévu. Donc, tu as aussi du stock qui te permet d'improviser et de préciser en fonction des besoins de François à chaque ravitaillement. Mais l'essentiel est déjà prévu et construit en amont. Ouais, l'essentiel est prévu. Nous, l'avantage, c'est l'expérience quand même. Sur un UTMB, on y est depuis, je sais plus, depuis 2007, où on a des athlètes. Donc, où on commence à réfléchir un petit peu, où on connaît les vitesses entre chaque point, on connaît ce qu'il faut entre chaque point, on a des infos météo de partout.
Et c'est là, donc, moi, où sur chaque point de ravito, où on sait qu'il y a une partie de choses qui ne changera pas, c'est-à-dire, par exemple, la quantité d'eau. La quantité d'eau qu'il faut à ce point de ravito pour aller jusqu'au prochain, là, on sait combien il faut exactement. On va pas en mettre plus qu'il faut, parce que si on sait qu'entre ce point-là et ce point-là, il y a tant de temps, ben, on va pas en mettre 3 fois plus d'eau, on va pas partir avec 4 litres d'eau, s'il en faut que 1 litre. Pareil en nourriture, si on sait qu'entre cet endroit et cet endroit, ben, on prendra la nourriture, le minimal, on est toujours un peu risqué là-dessus. On vérifie tout aussi, par exemple, au météo, on est toujours en liaison sous météo avec des météorologues pour connaître les températures sur les sommets, les températures en fond d'allée, pour changer les vêtements au cas où. Maintenant, si on sait que ça va se mettre à vraiment cailler, François, il est en train de courir, il ne sait pas que dans le col en face, le col suivant, il va neiger, il va faire vraiment un temps compliqué. Par exemple, au ravito des Contamines en 2017, nous, on sait qu'il se met à neiger, qu'il fait très froid en haut au col Ferré. On fait quelque chose qui n'était pas prévu. François se change complètement les bases d'ailleurs. Donc, on a perdu un petit peu de temps sur ce ravito-là, mais en même temps, c'est du temps qu'il a gagné parce qu'il ne s'est pas battu contre le froid le reste du parcours. Donc, on anticipe toujours, on a des petits réglages comme ça pour aller vite, mais pas trop vite non plus. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier quelque chose en ravito, parce que là, ben, ça peut faire perdre une course. On peut plus facilement la perdre que la gagner dans un ravito. Quels sont les éléments clés qui interviennent dans la définition de la stratégie de course de François et à quel point est-ce que la concurrence elle influence la stratégie de course que vous allez mettre en place? Est-ce qu'elle a une influence ou est-ce que vous, le sujet c'est capitaliser sur les points forts et puis essayer de lisser les moments qui sont théoriquement plus compliqués pour François? Est-ce que vous composez en fonction de lui seul ou est-ce que, tu l'as dit, le plateau est très relevé, est-ce que vous faites aussi en fonction des forces et faiblesses du plateau en présence pour construire ce plan? Ben, on a notre idée de base qu'on a encore le vendredi matin. C'est-à-dire que le départ est à 18h. Le vendredi matin, on a notre idée de base avec nos chronos de base. Parce que François connaît à peu près tous ses chronos. On a les chronos des années précédentes et tout. Donc, on voit à peu près où ça peut aller. Et après, on va improviser. Et on va, pas improviser, mais ajuster par rapport à ce qui va se passer. Parce qu'on sait très bien qu'à un moment, il va être dans une partie un peu difficile pour lui. On ne sait pas quand ça va arriver, dans les 20 heures. Mais il y aura un moment compliqué. Et on sait aussi qu'il y aura des moments où il va survoler, il va être super, super bien. Donc, on a fait attention à ça et avec toujours une stratégie en disant, on sait qu'à cet endroit-là, si tout va bien, c'est là où François va accélérer et va pouvoir être vraiment beaucoup plus fort que tous les autres. Donc, ben, il faut tout faire qu'à ce moment-là, si ça match. Là, nous, on connaît le segment où il est vraiment très, très bien. Et c'est les segments sur les chronos où il est affolant par rapport aux autres. Sur des petits segments où il arrive à mettre une dizaine de minutes à tout le monde. Chacun a son point fort aussi, chacun a son segment. Hein. Un Kylian a son segment, un Tim Toffelsson a un Xavier, un Jim, un Pau Capel, tout le monde a son point fort et ses points faibles. Et ça, vous les avez en tête aussi en amont, vous les prenez en compte aussi en se disant, ok, Ouais. là tu risques de te faire reprendre par Kylian sur ce segment-là, mais pas d'alerte. Et là, par contre, Kylian, ben, il sera moins bien que toi. Là, Jim, il va être très très bien sur cette partie-là et après, il sera pas bien. Et après, à nous aussi à faire pour que Jim, dans cette partie où il va être très très bien, faire en sorte qu'il soit pas si bien que ça avant d'arriver dans cette partie-là. Pour pas qu'il bénéficie de tout, donc le pousser un peu à la faute. Et voilà, après, là, tu rentres en plus des problématiques. Pas des problématiques, mais c'est du sport. C'est un peu de l'intox pour info intox entre eux. Comment est-ce que tu gères, toi, ces moments d'avant-course et les nuits précédentes? Est-ce que tu te réfugies dans le boulot et dans le travail et tu es hyper concentré? Est-ce que tu arrives à être relâché? Comment tu vis ces moments? Moi, perso, je commence à avoir quelques courses en expérience et quelques gros événements en expérience, parce que je suis allé jusqu'au entraîneur en Jeux Olympiques, où là, c'est compliqué. Donc, automatiquement, tu relativises un peu tout. Mais en même temps, je suis là pour on n'oublie rien, que rien se passe. Donc, on se crée aussi des bulles entre nous avec François, où on se crée des bulles où les jours avant, on va dans un resto, on va se faire des pizzas dans un resto, on va parler de la course, mais d'une façon un peu différente, d'une façon un peu relâche. L'idée aussi, c'est de relâcher avant la course pour vraiment faire en sorte que on se sorte de ce focus pour passer à autre chose. Moi, ce qui a toujours été impressionnant, c'est François, il est capable
Là, le vendredi matin, la course est 18h, c'est la course du siècle, il y a de la presse de partout, tout le monde nous court après, les télés et tout. Et François, sa problématique, c'est de savoir comment être ses vendanges le lundi. Donc, c'est parfait dans le comportement mental, parce qu'il se projette sur autre chose, et il est plus focus sur ce qui va se passer dans le week-end, parce que voilà, ça c'est fait. Pour lui, c'est fait. Tout est préparé. Lui, il s'est préparé physiquement. Il a confiance en nous autour. Il a confiance en son matos. Pour lui, c'est fait. Maintenant, il n'a plus qu'à faire ce qui est prévu. Mais par contre, ce qu'il savait pas, c'est ses vendanges le lundi, s'il allait avoir la bonne météo, si les gens allaient être là, son matos allait être là et tout. Et du coup, c'est ça qui me stressait plus. Très surprenant. Très surprenant, mais c'est le garçon. Le parcours, il a été modifié, les conditions étaient particulièrement défavorables cette année-là. Est-ce que ça fait partie des détails insignifiants pour vous? Est-ce que ça change vraiment le plan ou est-ce que c'est une information parmi d'autres que vous prenez en compte et vous adaptez? Avec quelqu'un comme François, c'est son point fort. Donc, à chaque fois qu'il y a des changements de dernière minute, ça, pour lui, c'est un bonus. La première victoire de François, c'est l'année où l'UTMB fait plus que 100 km sur un parcours complètement inconnu. Et c'est là pour moi où il est le plus fort. Il est imbattable parce que c'est quelqu'un qui vient de la montagne et qui a l'habitude des changements de temps en montagne, des perturbations en montagne, des changements de parcours en montagne et tout. Donc il sait très bien improviser par rapport à ça. Il n'est pas métronome. Voilà, d'un coup on change le parcours, c'est pas un problème. Là on change. Colonnes calcaires, il y a les colonnes calcaires qui sont supprimées en segments. L'heure de départ est changée. Ça le panique pas. L'heure de voilà, François, si l'heure de départ est changée, c'est pour tout le monde, c'est pareil. Alors d'autres vont paniquer parce qu'eux, ils n'ont pas mangé pas mangé au bon chrono, patati patata. Ça, c'est pas quelque chose qui fait mal à François. Donc au contraire, ça le renforce dans sa posture quand il y a des changements. Si je lui posais la question de la basket chinoise, de l'animal auquel il s'identifierait, il pourrait me répondre peut-être caméléon, compte tenu de ce que tu viens de me dire. Il est en capacité de s'adapter Oui, c'est ça. à l'environnement de façon très facile. Ouais, ou un caméléon de montagne, ouais. Un spécimen très rare. Un truc très, très rare. Mais du coup, voilà, mais en même temps, ça change pas tant que ça parce qu'on connaît les grandes lignes et on a tellement vécu voilà, du TMB sous la neige, sous le sec, sur du très, très chaud, du très, très froid et tout. On se rattrape toujours à un apprentissage qu'on a fait avant. Il faut pas oublier le Team Salomon, c'est assez monstrueux, mais j'avais fait un point en 2019, fin 2019. Le Team Salomon, on avait gagné plus de 700 courses. Donc tu peux imaginer le nombre d'enseignements de tous les athlètes qui se sont partagés entre eux. Donc ce qui fait qu'un garçon peut arriver sur le départ très très décontracté, qui est en filmant ou un François en disant je sais ce que je vais faire, mais par contre je sais pas comment je vais faire le lundi mes vendanges. Sans te demander de dévoiler laquelle, est-ce que tu as une intuition ou une conviction sur l'issue de la course avant que François parte? Oui, clairement. Clairement, pour moi, François ne peut pas perdre. Et quand bien même le plateau est monstrueux, pour toi, tu as une confiance absolue en sa capacité à l'emporter. Et en plus, ça a été écrit dans toutes les interviews. Dans toutes les interviews, je dis, mais il est imbattable. Cherchez pas, il est imbattable parce que ce moment-là, il était imbattable par rapport aux autres. Pourtant, moi, j'ai travaillé et j'ai soutenu Kylian et tout, mais je savais que ce jour-là, François était imbattable. Parce que tout était aligné, comme on peut dire, toutes les planètes étaient alignées dans le bon sens. Donc, et ça n'a pas loupé. Il y avait Jim qui était là, mais Jim n'avait pas encore prouvé sur 100 miles. Pau Capel, pareil, il n'avait pas encore prouvé sur 100 miles. Donc, automatiquement, ils auraient pu faire quelque chose de fort, mais de là à sortir François, ça aurait été très, très fort. Le départ de la course est finalement donné à 18h30. Toi, tu te positionnes à un premier point de passage qui est 2 km après le départ où François passe en tête. Ensuite, tu montes dans la voiture direction Saint-Gervais et là, premier coup de chaud avec des embouteillages. Est-ce que tu bouillonnes dans ce genre de moment? Est-ce que c'est très crispant pour toi de ne pas pouvoir être au contact? Ouais, là, ça a été le moment le plus crispant pour nous, l'extérieur, parce qu'on n'avait pas prévu cet énorme embouteillage monstrueux entre Saint-Gervais et les Contamines. Bon, depuis, maintenant, il y a des navettes et tout.
Du coup, on était beaucoup de structures, de staff ont été plantés dans les embouteillages. On ne pouvait plus avancer et nous, nos coureurs, ils avancent très très vite à cette période, sur ce segment-là. Donc là, c'était un peu stressant parce que bon, si François n'a pas son matos pour partir pour aller jusqu'à Courmayeur, ça devient compliqué pour lui la course. Mais en même temps, on se dit bon, bah, de toute façon, là, le staff de Kylian est planté aussi, Xavier est planté aussi, le staff de Jim est planté. Tout le monde est planté, bon, ben, ça sera match Tous nul. à la même enseigne. mais sur le coup, on ne réfléchit pas comme ça. Sur le coup, on sort la carte IGN dans tous les sens pour voir s'il n'y a pas un système X ou Y pour aller, malgré qu'on connaît la route par cœur, pour trouver un petit passage pour gagner du temps. Est-ce que le départ de Jim qui part comme une flèche, est-ce que c'est une menace qui vous semble crédible ou est-ce que le rythme qu'il impose d'emblée vous semble de toute façon pas tenable sur la durée? Non, c'est. Alors, nous, spécialistes, ça ne nous fait pas peur parce qu'on sait que Jim part très vite, part toujours très vite, et qu'il est obligé de partir vite pour rester dans sa foulée, pour pas avoir une fournée. Mais en même temps, on sait que Jim n'aime pas courir du tout seul la nuit. Donc, quand on sait tout ça, on se met pas la surpression. Après, Jim a mis une intox, je pense, ceux qui le connaissaient pas vraiment là, ont pris très très peur à le voir partir à cette vitesse et à cette facilité-là. Donc, par contre, il a fait mal à quelques-uns, il a fait mal dans la tête, ouais, je pense. Quand il sautille à Saint-Gervais, qu'il attend tout le monde à Saint-Gervais, qu'il fait une Stentox à Saint-Gervais, ceux qui le connaissent pas ont un petit peu mal. Ceux qui le connaissent disent bon, de toute façon, après, ça rentrera dans le rang, arrive au Contamine, quand la nuit va commencer, parce qu'il passera la nuit avec nous sans souci. La course continue de bien se passer pour François qui se dirige vers Courmayeur. Vous rentrez à ce moment-là au chalet Salomon. Tu ronges pas trop ton frein dans ces moments-là. J'imagine que tu dois préférer rester au contact de la course, à proximité des sentiers, des ravitaillements et de François. Ça doit être un peu une déchirure de devoir de replier les Gaules et de retourner au chalet en attendant que François évolue un peu sans vous pendant quelques heures. Ouais, en fait, on a les infos quand même là, moi, j'avais les infos au col du Bonhomme, au Chapieux. Au Chapieux, il y avait Nathan Jovet qui était là-bas. On avait quelqu'un au col de la Seine. On a quand même des infos un peu partout. En gros, tous les 10 kilomètres, on a des informations. Après, là, ce qui avait été un peu compliqué, c'est qu'on apprend. Mon homologue italien nous annonce qu'il y a un bouchon dans le tunnel du Mont Blanc, qu'il faut se dépêcher. Et à nouveau, on rattaque dans des bouchons. Mais voilà, c'était une période un peu. Voilà, en même temps, moi, c'est le seul moment où je peux rechecker pour la énième fois le matos, le sac de ravito, pour être sûr qu'il est tout dedans. Alors, je l'ai déjà checké 10 fois, mais il faut toujours le checker. Oui, parce que le moindre oubli peut s'avérer fatal, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas peut impacter la course s'il manque une frontale ou si. Voilà, c'est ça, ouais. Sachant qu'on est dans les mêmes règles que tout le monde, qu'on ait la même règle que le 800e de la course ou le 2000e. On a le droit à un sac de 30 litres et une personne dans le ravito. Donc moi, si dans mon sac de 30 litres, j'ai oublié une frontale, une batterie ou je sais pas quoi, je me retrouve pas bien. Surtout que là, je peux pas me retourner contre quelqu'un en me disant ouais, tu peux me passer une frontale parce que quand il est seul en tête, il n'y a pas beaucoup de ravitailleurs à côté de nous. Donc vous arrivez finalement à Courmayeur et à anticiper le bouchon du tunnel. L'accueil qui vous est réservé n'est pas spécialement sympathique par le chef de poste en place qui fait un peu de zèle, si j'ai bien compris. Voilà, il y avait des incompréhensions parce que c'était les nouveaux schémas avec le fameux ticket par ravitailleur. La personne ne connaissait pas trop la règle et surtout la personne ne comprenait pas qu'on arrive nous aussitôt, les premiers, le team de Jim, le team de Kylian, on était 4 teams, on était bloqués alors que nos coureurs arrivaient, nous on savait que les coureurs étaient dans la descente. Et la personne disait non, mais vous rentrez pas, ils n'arriveront pas tout de suite, alors que nous on avait des infos qui étaient très très proches. Donc oui, ça tend un petit peu, on va dire. Tu restes calme dans ces moments-là? Il faut être calme, de toute façon, je peux pas faire autre chose. C'est lui qui a les clés c'est presque lui qui a les clés de la course, parce que s'il nous met dehors, on peut pas rentrer ravitailler. Donc arrivé au moment, il comprend, parce que d'autres personnes lui disent attends, c'est vrai, les coureurs, ils sont vraiment derrière, ils n'arrivent pas très loin, et on rentre tous s'installer très rapidement. Il y avait un Christophe Aubonnet pour Jim, un Jordi pour Kylian, on s'est installé en 2-3 minutes pour attendre tous les garçons. Jim, il arrive premier à Courmayeur, donc là on est aux environs du kilomètre 78, c'est ensuite au tour de François qui est alors deuxième. Est-ce que toi, à l'œil nu,
Tu sais tout de suite diagnostiquer dans quel état il est psychologiquement, ou je ne sais pas si physiquement c'est décelable, mais est-ce qu'à la vue, à simple vue de François, Oui, tu sais si ça va ou pas? oui. Là, par contre, oui. Ça, c'est immédiat. En tout, physio ou mental, en 20 mètres, on sait, moi, je sais comment il est ou si ça va ou ça va pas. Mais parce que c'est l'habitude de voir quelqu'un non-stop sur des centaines de fois rentrer dans un ravito. L'attitude, nous, sur un ravito, on se parle très, très peu. Sur un ravito, si on échange 30 mots, c'est le grand maximum. Tu sais ce que tu vas lui dire ou tu te nourris de ce que lui te raconte? Ou est-ce que toi, tu as déjà les mots-clés pour le relancer? Lui il parle très, très, très peu, sachant qu'on veut donner que l'info utile. Il ne faut pas perturber l'athlète. En fait, c'est hyper anxiogène de rentrer dans un ravito. Il ne faut pas oublier que lui, l'athlète passe le moment de silence complet en montagne à rentrer dans un ravitaillement où il y a plein de gens autour de lui, des caméras, des micros et tout. C'est hyper anxiogène. Donc, à nous, ravitailleurs, de ne pas être encore plus anxiogène. Donc, c'est de l'info simple, pure et sans donner plus. Après, à des moments, peut-être on va passer en mode relance, mais quand on est comme ça, sur par exemple le ravito de Courmayeur, on sait il sait il faut qu'on accélère. Sur le ravito, c'est un ravito qu'on avait prévu un peu plus lent, et tout compte fait, on le fait beaucoup plus vite parce que pour que François ressorte premier du ravito, absolument. Parce que mais là, on rentrait dans de la stratégie de course. Est-ce qu'il y a des choses que tu lui dis pas, François? Bon, oui. Pour le préserver, Non, j'imagine, c'est pour le bien. voilà, il y a des choses qu'on leur dit pas ou parce qu'il n'a pas besoin de savoir que l'autre est vraiment très très bien et est en train de surveiller la course. Ça, on va peut-être pas le dire. On va peut-être plutôt dire que justement un autre était vraiment pas bien et au fond du trou. À Courmayeur, quand on décide d'aller un peu plus vite sur le ravito, sur le coup, de toute façon, François, il cherche pas parce que de toute façon, lui, il arrive et c'est les 30 secondes ou la minute ou la 2 minutes qu'on fait plus vite, il ne le ressent pas forcément. Et moi, je sais qu'il faut qu'on le fasse plus vite pour ressortir devant Jim, mettre la pression à Jim et surtout ressortir devant Kylian. Où Kylian, lui, il a un moment de fatigue complet. Kylian, il est en train un peu d'être dans sa période creuse, envie de sommeil. Et en ressortant tout de suite devant Kylian, on remet la pression sur Kylian. Même si ça me fait mal parce que je suis fan de Kylian depuis hyper longtemps. Mais voilà, on remet la pression sur Kylian et voilà, le fait de ressortir et François qui ressort avec sa stature tout premier de la salle, ben les autres se disent aïe, aujourd'hui il est là, aujourd'hui il est présent, ben, il faut qu'on s'accroche. Sur les ravitaillements, est-ce que tu as des séquences, enfin les séquences sont très précises et assez ritualisées, il y a vraiment une petite musique que vous mettez en œuvre et c'est en mode automatique et tu sais exactement quel geste tu vas faire? Moi j'ai un rituel de mise en place de matos sur la table qui me permet de rien oublier. C'est très spécifique pour moi, et c'est moi qui me le suis créé, où je sais que je dégage de gauche vers la droite avec tout ce qu'il y a sur la table doit venir sur l'athlète. Par exemple, la première chose, c'est on change les piles des frontales. C'est que même le meilleur athlète du monde, s'il se retrouve dans le noir, c'est compliqué pour courir. Donc on commence par ça, le deuxième c'est l'eau, la troisième c'est la nourriture, et après le vêtement rentre, si on doit changer les vêtements, et en deuxième position ou en dernière position. Et c'est toujours ce rituel-là, ce qui fait qu'on refait la structure de l'athlète complet, sans rien oublier et en restant toujours dans les règles. Nous, la grosse peur, c'est l'oubli d'un matériel obligatoire. Parce que l'athlète, c'est pas de sa faute. Il sort du ravito, moi j'ai oublié de lui remettre la deuxième frontale, il se retrouve avec une seule frontale, il ne sait même pas. Donc il faut bien faire attention à toutes ces choses-là. Tu l'as dit, le ravito donc à Courmayeur est une réussite et psychologiquement vous marquez aussi des points à la sortie de ce ravitaillement. François se dirige ensuite vers la Foulie, il y a un petit peu de chemin entre les deux, mais en tout cas il continue à un train d'enfer, il passe en mode éclair. Il y a justement un petit coup de chaud avec un sujet de frontal à ce moment-là pour François, qui tu aurais bien aimé, je crois, en confier une deuxième. Mais c'est pas possible, si j'ai bien suivi. Pas possible. Pas possible. Ça, pas possible, on n'a pas le droit d'intervenir sur la Foulie. Moi, la Foulie, c'est des endroits où on est tous présents, mais on est juste spectateur. On ne peut plus toucher l'athlète. On ne peut pas toucher l'athlète avant de chanter. Se présente ensuite un passage sur route en raison du détournement du parcours. C'est un terrain que François n'aime pas particulièrement. Il est très fort. Il veut pas le dire. Je sais pas, c'est un problème. Il veut pas le dire. Il veut pas le dire. À lui-même, il se dit qu'il est mauvais là-dedans, alors qu'il est monstrueux là-dedans. Mais c'est pas très marrant.
C'est un truc pas très marrant, c'est qu'ils ont dévié le parcours parce qu'il y a un éboulement entre la Foulie et le pied de Champé. Et là, il y a un gros morceau de goudron qui est longué. Et je peux pas dire, enfin, moi je l'ai vu parce que j'arrive en voiture, j'ai le nouveau parcours. Et je peux pas dire à François, ouais, il y a 7 kilomètres de goudron parce que là, mentalement, il n'aurait pas aimé. Donc, c'est minimiser, lui dire, il y a un peu de goudron, t'inquiète pas, il y a qu'un peu de goudron et tu verras, ça va bien passer. Tu le soupçonnes de te maudire dans ces moments-là en disant ah Jean-Michel, t'aurais pu me dire. Un petit peu, bon, en même temps, il se marre parce que je pense à la fin, il se marre parce qu'il sait de toute façon que tout le monde va être dans le même état à ce goudron-là. En plus, ce goudron, ça fait mal, c'est de la descente, c'est un faux plat descendant tout le long, il faut aller vite. Ça descend, ça tape, il y a déjà un paquet de bombes dans les pattes, c'est pas très marrant. Et il arrive plein de choses derrière parce qu'il a la remontée sur Champel-le-Lac et tout. Faut pas se louper là-dedans, hein, de toute façon. François, il continue à être bien et il repart avec 12 minutes d'avance sur Kylian de Champey. Tu l'as dit tout à l'heure, l'idée c'est de laisser table rase sur le ravitaillement le plus vite possible pour que les poursuivants arrivent et se disent ok, en fait, je suis à des années-lumière du coureur devant Ouais. moi, c'est ça, c'est pour marquer de son empreinte la course. C'est pareil, on a tous ce jeu parce qu'on sait qu'on influence tous la course, les ravitailleurs devant. Euh, Par exemple, à Courmayeur, le ravito précédent, on se connaît tous entre nous, tu vois, Christophe Bonnet pour Jim Poinsley, un Jordi Lorenzo pour Kylian. On a nos rituels, on arrive, on se pose et tout. L'athlète aussi nous connaît. Un Jim me connaît, un Kylian me connaît, un Tim. Si eux, ils arrivent et ils voient qu'il n'y a plus François et que moi, je suis plus là et qu'il n'y a plus rien sur les tables, ils se disent waouh, là, ils sont vraiment loin devant parce qu'ils ont eu le temps de tout débarrasser, de repartir et de plus s'inquiéter de nous maintenant. Donc, on les sort, on leur met une petite information, de leur dire oh, voilà, vous êtes sortis de la course pour nous. Ce qui n'est pas vrai parce qu'il n'y a que 12 minutes et 12 minutes, c'est rien du tout à l'UTMB, 12 minutes. Mais dans leur tête, on les perturbe un petit peu. Ouais. Donc là, Jim est décroché, Kylian il commence à avoir des problèmes, notamment au pied et avec ses chaussures. Et ça, c'est des infos que vous glanez de façon officielle ou c'est de l'observation? Enfin, comment est-ce que vous avez ces informations-là? Ben chacun on a nos équipes, c'est-à-dire Kylian a ses chronométreurs, à son staff, nous aussi, et nous les staffs qui sont au bord de la route, quand ils voient y passer François, ils restent là pour voir passer les autres, pour justement donner les écarts, dire voilà, parce que c'est le seul moment où on peut réellement avoir un écart précis à la seconde près ou qui est fiable, parce que c'est nos écarts à nous et on les bouffonne jamais. Et donc c'est de suite les gens derrière, et comme c'est que des athlètes, un Gédéon Pocha, un Robin Gélaguet, un Thibaut Barognan, ils détectent ça en 10 secondes s'il y a un problème. Et de suite, ils nous repassent l'info et l'info, on la prend et on la donne à l'athlète, donc à François ou pas. Et on prend le choix à chaque fois si on a le choix de la donner ou pas. Suivant le moment, on la donne. Suivant le moment, on la donne plus du tout. C'est ensuite au tour de François de connaître un coup de moins bien avec des cuisses qui commencent à le faire souffrir particulièrement? Ouais, bon, après, c'est le jeu, je pense quand même le jeu de tout le monde, c'est très bien. Et au moment, ça commence à coincer un petit peu, oui. Là. Après, on se retrouve sur la partie entre la Suisse et la rentrée sur la France, dans Valorcine, où là, on sait que Kylian va être fort, Kylian va revenir, et que là, François, ça commence à criser un peu sur les jambes. Donc, ouais, là, par contre, François, quand il arrive à Valorcine, c'est vraiment dans le dur. Là, il arrive dans le dur, dans le Valorcine, où on sait qu'il a fait un gros effort derrière pour revenir. Et là, il ne faut pas traîner. Et quand François s'écroule à Valorcine, parce que la première fois qu'il se pose sur le siège, il s'écroule un petit peu. Là, par contre, c'est à moi de le faire ressortir le plus vite possible et pour surtout pas qu'il traîne. Et pas donner des secondes bénéficiaires à Kylian ou que Kylian le voit dans la montée suivante. Parce que là, c'est le pire. Si Kylian l'aurait vu dans la montée suivante, il a un point de mire, ça aurait été très compliqué. Donc là, c'est moi qui ai un rôle un peu différent sur le ravito. Est-ce que tu es inquiet à ce moment-là de l'issue de la course et d'un possible retour de Kylian? Oui, bien sûr, ouais, parce que c'est Kylian. Kylian restera Kylian. Kylian peut tout faire. Kylian, on sait qu'il a des performances pas possibles. On sait qu'il arrive à chercher au fond de lui-même, dans la violence, se faire violence. Il est capable de tout. Donc ouais, donc là on a quand même tous peur parce que on sait qu'à Valo, il reste une vingtaine de kilomètres. Si on a
en gros 15 minutes d'avance, ça passe. S'il y a moins de 15 minutes d'avance, ça va être très très compliqué. Et s'il y a moins de 10, ça le fera pas parce que François va se retrouver à vue et s'il se retrouve à vue à la flégère, il se fera rattraper par Kylian. Le dénouement approche, tu aimerais prendre un dernier chrono au col des montées, mais François, il passe trop vite. Heureusement, Michel te donne quelques minutes après des infos assez rassurantes. Ouais, c'est Michel, une fois de plus. Voilà, tu vois, Michel, il avait le gagne de la CCC, là, il est là parce qu'il nous faut un écart et c'est lui qui reprend ce rôle de chrono et qui nous donne l'écart et qui nous donne un peu l'écart final au niveau de cette zone-là, qui est l'écart qui va nous donner la fin de la course. Parce que je pense qu'en haut, je crois qu'en bas, Valorcine, Kylian n'est qu'à 12 minutes. Et en haut, au col des montées, François a repris 2 minutes. Donc il reprend 2 minutes dans la montée, on sait que c'est fini. On sait que François doit arriver, s'il n'a pas de pépin, s'il n'a pas de pépin chez Hippo et compagnie, il va gagner. Donc on passe l'info de suite à François, le plus vite possible, par un autre athlète qui est à mi-pente vers la flégère, pour lui dire ouais c'est bon, ça ne rentre pas derrière, maintenant il faut que tu gères, et voilà, il gère bien jusqu'au bout. Tu as en tête un possible imprévu, même si la course est gagnée dans ton esprit à ce moment-là? Est-ce que tu as toujours cette petite réserve de ne pas savourer en disant il peut se passer un truc bien sûr, la dernière descente, très bêtement, la dernière descente, et tu te fais une cheville. Tu te fais une cheville parce que tu es dans le dernier kilomètre de la dernière descente, tu vois Cham en bas, tu entends la musique, tu entends Ludo Collet au micro et tu te fais une cheville. Parce que sur le dernier trottoir. C'est le truc horrible, mais c'est le truc horrible. Je pense que tous les managers du monde, on devient fou dans ces derniers instants. Parce que c'est là où c'est le plus dangereux, pas dangereux bien sûr, mais le plus risqué, parce que ce relâchement naturel va faire que il peut avoir un petit pépin. Ouais. Un peu moins de lucidité et puis un petit relâchement, ça peut être fatal. François, il gagne la course en 19h01. Comment est-ce que toi, tu vis ce moment? Est-ce que c'est dans la sobriété, la retenue, ou tu es dans l'explosion de joie? Comment tu vis ces moments? Oula, je suis pas bien à ce moment-là. Je suis pas bien. Non, je suis pas bien parce que tu t'écroules un peu intérieurement, tu t'écroules un peu parce que ça fait quelques heures que tu n'as pas dormi non plus et que tu es en stress non-stop. C'est plus une explosion parce qu'on est entre nous, entre tout le team sur la ligne d'arrivée. Mais c'est pas non plus des joueurs de foot qui sautent dessus à se rouler par terre. Il faut remettre les bonnes choses quand même. Donc non, mais on se remercie tous entre nous déjà. Et d'avoir passé ce grand moment, c'est déjà pas mal. Témoignage de la méticulosité de votre préparation. Seulement 4 minutes séparent le temps réalisé par François de celui que vous aviez imaginé dans le plan initial en amont de la course. C'est un vrai travail d'orfèvre. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce que la maîtrise a été particulièrement réussie sur cette UTMB? Est-ce que tout a été vraiment parfaitement anticipé et mis en œuvre? Non, là, c'était pas mal. On n'était pas au maximum de l'anticipation, mais non, on était propre et voilà. Après, c'est facile de le faire quand tu le fais avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et que tu connais. Donc, tu peux tout anticiper. À la fin, tu arrives à des chronos où tu as anticipé la veille. Tu arrives au chrono, à 4 minutes près, tu arrives au chrono que tu as anticipé. Et pourtant, on n'a pas cherché à aller vite. Tu vois, on n'a jamais cherché à se dire, ouais, il faut casser la barre des 19 heures. Tout le monde nous a posé la question, pourquoi François n'est pas allé chercher les 19 heures? Parce qu'en fait, ça ne nous intéresse pas. Tout simplement, quand je dis nous, c'est toute l'équipe. Le but, c'est de gagner une course. Le parcours change tout le temps, il n'y a pas vraiment de record. Et l'important, c'est déjà de gagner. Faire moins de 19 heures ou plus de 19 heures, ça a un peu d'importance. Est-ce que cette victoire en 2017, elle a une saveur particulière pour toi, notamment du fait de la nature exceptionnelle du plateau de cette année-là? Ou est-ce que c'est une grande victoire comme il y en a eu beaucoup d'autres? C'est une très, très grande victoire, mais elle est aussi importante que plein d'autres. Elle est importante par la densité, par ce fameux fight et la bataille du siècle et cette rencontre, la première fois où ils se rencontraient tous ensemble vraiment, sans être fatigués, sans être blessés, ils étaient tous là. Après on s'est dit waouh, c'est génial d'avoir vécu tout ça. Maintenant, il y aura d'autres rendez-vous, il y aura d'autres courses, pas forcément à Chamonix ou pas forcément à Chamonix. Et il fallait le faire, il fallait gagner ce jour-là.
Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette UTMB? Beaucoup, je sais pas, beaucoup d'images, mais l'image, c'est plutôt tous les mecs à l'arrivée, peut-être en y repensant depuis ta question, où on s'est tous regardés en disant waouh, c'était pas mal aujourd'hui, et il s'est passé un truc sympa aujourd'hui, on est content de l'avoir vécu. Vient ensuite le moment d'une autre forme de célébration au Chalet Salomon, célébration à laquelle toi tu prends pas part parce que tu es déjà sur le chemin du retour. Est-ce que c'est par pudeur ou est-ce que c'est un moment que tu veux laisser aux seuls athlètes ou est-ce que c'est ta façon à toi de vivre aussi le contre-coup de toutes ces émotions que tu as plutôt envie de vivre de façon solitaire? Qu'est-ce que tu considères que c'est pas nécessairement ta place dans ces moments-là ou c'était autre chose? C'est pas ma place. C'est pas ma place. C'est clairement pas ma place. C'est la place des athlètes. Les athlètes doivent faire la fête. Les athlètes doivent fêter ça ensemble, dignement, fortement. Mais c'est pas ma place. Ma place, elle n'est pas là. Et au contraire, c'est là, c'est leur moment à eux. Ma place aurait été là si ça serait mal passé. Mais là, ça s'est bien passé, donc c'est plus ma place. Merci beaucoup Jean-Michel pour ce récit absolument passionnant au cœur du Team Salomon et de cette course certes épique mais elle était plus que tout légendaire. On va parler maintenant de ton avenir et celui du team avec un planning que j'imagine plus complexe que jamais à monter. Comment est-ce qu'on prépare une année comme 2021 ? À multiples volets. On fait des plans A, des plans B, des plans C. On a tous, pour le moment, là, on a terminé les plannings de tous les athlètes. Tous les athlètes ont 1, 2 ou 3 gros objectifs qu'on espère qu'ils seront maintenus. Mais voilà, par contre, c'est plus les courses de préparation. Autour des courses de préparation, sur les premières courses de l'année, là où c'est compliqué parce que si on loupe ces courses de préparation, ça veut dire que les objectifs secondaires sont compliqués, donc les objectifs principaux seront compliqués. Donc voilà, il faut qu'on règle tout ça. Mais en même temps, ça nous permet aussi de se réinventer, se réimaginer, d'autres schémas, d'autres systèmes. Donc c'est motivant quand même. Est-ce que c'est plus compliqué de motiver les coureurs? En tout cas, ils ont peut-être pas besoin de qui que ce soit pour être motivés, mais est-ce que c'est une période qui est plus complexe pour ça? Est-ce qu'ils rongent leurs freins et ça demande des ressources plus fortes pour arriver à les garder à niveau? Ou est-ce que d'eux-mêmes, ils sont finalement assez philosophes, résignés, ils savent ce qu'ils ont à faire et puis que le bon moment reviendra de toute façon et que c'est à ce moment-là ils sont prêts? 2020, c'était compliqué. Parce qu'en 2020, il a fallu gérer l'abandon de tous les objectifs, l'abandon de tout un planning calé. C'est pour ça qu'on avait fait cet objectif ensemble là de off. 2021, là, tout le monde a vraiment énormément envie. Et tout le monde sait et admet qu'il peut avoir des annulations, des reports et tout. Donc, on a déjà changé un petit peu mentalement les choses. On a déjà changé en se disant, peut-être que cet event-là aura lieu ou pas lieu. Et peut-être que cet event-là sera décalé plus tard ou pas décalé plus tard. Donc, c'est des choses qu'on admet maintenant dans la préparation et à nous d'être bons pour y arriver et pour que ça gagne encore. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 ? Qu'on se souhaite tous, c'est pouvoir à nouveau célébrer et se rassembler et partager sur des grands énormes trails, qu'on soit premier, qu'on soit dernier, qu'on soit finisher, pas finisher, de se retrouver déjà. Je vote pour. Tu as ma voix, Jean-Michel. Ça me va bien comme programme pour 2021. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, autrement dit la devise qui t'est particulièrement chère ou qui te motive dans la vie. Est-ce que tu as un motto à partager avec nous ? Peut-être celui qu'on partage dans le team dès la première année, c'est une phrase, c'est toute simple. C'est le trail ne peut être que le principal des choses secondaires. Parfait. Une fois que la personne a compris ça, généralement, ça match derrière. Le principal, c'est les vendanges de François le lundi, c'est ça qui est important. Voilà, mais où ça peut être sa famille, son pro, ses potes, une pizza, une bière, plein de choses. Je pense que la période nous renvoie particulièrement à ça en ce moment, effectivement. Se recentrer sur l'essentiel. C'est une belle leçon malgré tout qu'on peut tirer de cette année 2020, pas très facile pour tout le monde. Ouais. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Jean-Michel de nous avoir fait vivre au plus près de toi les coulisses de cette course épique qui a été l'UTMB 2017. Je te souhaite à toi et à tous les membres du team beaucoup de bonheur et de réussite pour tous vos projets à venir. Je te dis à très bientôt Jean-Michel, merci pour tout. Merci à toi, merci, salut. Salut Jean-Michel. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode.
Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.